C'était une de ces jolies et charmantes filles, née, comme par une erreur du destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dos, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue. Comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué, et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant être pareille, mais malheureuse comme une déclassée, car les femmes, c'est leur beauté et leur charme qui leur donnent de l'importance. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie, et font des filles du peuple les égales les plus grandes dames. Elles souffraient sans cesse, se sentant nées par toutes les délicatesses et tous les luxes. Elles souffraient de la pauvreté, de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses dont une autre femme de sa caste ne serait même pas aperçue, la torturaient et l'indignaient. La vue de la petite Bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux grands salons vêtus de soies anciennes, aux meubles peints portant des bibelots inestimables, et aux petits salons coquets parfumés faits par la causerie de 5 heures avec les amis les plus intimes. Les hommes connus et recherchés dont toutes les femmes envient et désirent l'attention. Quand elle s'asseyait pour dîner devant la table ronde couverte d'une nappe médiocre, en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté: « Ah, le bon pot au feu! Je ne sais rien de meilleur que cela. » Elle songeait aux dîners fins et aux argentières reluisantes. Elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses. Elle n'avait pas de jolis vêtements, pas de bijoux, rien, et elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eut tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade. De couvent qu'elle ne voulait plus aller voir, tant elle souffrait en revenant, et elle pleurait pendant des jours entiers, de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse. Or, un soir, son mari rentra, l'air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe. « Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi. » Elle déchira vivement le papier et en tira une carte qui portait ces mots: « Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau Paris et Monsieur et Madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 11 janvier. » Au lieu d'être ravie, comme l'espérait son mari, elle jeta avec des espions l'invitation sur la table, murmurant: « Que veux-tu que je fasse de cela? Mais ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, et c'est une occasion. Cela, une belle. J'ai une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut. C'est très recherché et on n'en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel. » Elle le regardait d'un œil irrité
et elle déclara avec impatience: « Que veux-tu que je mette sur le dos pour aller là? » Il n'y avait pas songé. Il balbutia: « Mais la robe avec laquelle tu vas être au théâtre, elle me semble très bien à moi. » Il se tut, stupéfait, éperdu en voyant que sa femme pleurait. De grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche. Il bégaya: « Qu'as-tu? Qu'as-tu? » Mais par un effort violent, elle répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides: « Rien, seulement je n'ai pas de robe et par conséquent, je ne peux aller à cette fête. Donne ta carte à un de nos collègues dont la femme sera mieux habillée que moi. » Il était désolé. Il reprit: « Voyons, Mathilde, combien cela coûterait-il? Une toilette convenable qui pourrait te servir encore en d'autres occasions. Quelque chose de très simple. » Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle pouvait demander sans attirer un refus immédiat de la part du commis économe. Enfin, elle répondit en hésitant: « Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs je pourrais arriver. » Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse l'été suivant dans la plaine de Notaire, avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes le dimanche. Il dit cependant: « Moi je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. » Le jour de la fête approchait, et Madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant. Son mari lui dit un soir: « Qu'as-tu? Voyons, tu es toute drôle depuis 3 jours. » Et elle répondit: « Cela m'ennuie de m'avoir, pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misérable comme tout. J'aimerais presque mieux de ne pas aller à cette soirée. » Il reprit: « Tu mettras des fleurs naturelles. C'était très chic en cette saison-ci. » Pour 10 francs, tu auras 2 ou 3 roses magnifiques. Elle n'était pas convaincue. Non, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu des femmes riches. Mais son mari s'écria: « Que tu es bête! Va trouver ton amie Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez lié avec elle pour faire cela. » Elle poussa un cri de joie. « C'est vrai, je n'y vais pas penser. » Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire, prit un large coffret, l'apporta, l'ouvrit et dit à Madame Loisel: « Choisis, ma chère. » Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, or et pierreries. Un admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace. Hésiter ne pouvait se décider à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours: « Tu n'as plus rien d'autre? » « Mais si, cherche, je ne sais pas ce qui peut te plaire. » Tout à coup, elle découvrit, dans une boîte de satin noir, une superbe rivière de diamants, et son cœur se mit à battre la chamade. Ses mains tremblaient en la prenant. Elle l'attacha autour de sa gorge, sur sa robe montante, et demeura en extase devant elle-même. Puis, elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse: «
Peux-tu me prêter cela, rien que cela? Mais oui, certainement. Elle sauta au cou de son ami, l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentée. Elle dansait avec joie, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, car elle a gagné l'admiration de tous. Elle partit vers 4 heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec 3 autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie. Modestes vêtements de la vie ordinaire, dont la pauvreté contrastait avec l'élégance de la toilette de bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches fourrures. Loisel la retenait. Attends donc, tu vas attraper froid dehors. Je vais appeler un fiacre. Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier. Le fiacre les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elle, et il songeait, lui, qu'il lui faudrait être au ministère à 10 heures. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppée les épaules, devant la glace afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari demanda: « Qu'est-ce que tu as? » Elle se tourna vers lui affolée. Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. Il se dressa éperdu. Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent pas. Ils demandaient: « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal? » « Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. » « Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. »« Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro? » »« Non. Et toi, tu ne l'as pas regardé? » »« Non. » Il se contemplait atterré. Enfin, Loisel se rhabilla. « Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour la chercher. » Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'a rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux pour faire commettre une récompense aux compagnies de petites voitures partout, enfin où l'espoir le poussait. Elle attendait tout le jour, dans le même état d'affairement, devant cet affreux désastre. Loisel revint le soir avec la figure creusée, pâli. Il n'a rien découvert. Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. Il écrivait sous sa dictée. Au bout d'une semaine, il avait perdu toute cette espérance. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara: « Il faut penser à remplacer ce bijou. » Ils prirent le lendemain la boîte que l'on avait enfermée, de se rendirent chez le joaillier dont le nom se trouvait dedans et il consulta ses livres. « Ce n'est pas moi, madame. Qui a vendu cette rivière?
j'ai dû seulement fournir les crins. » Alors, ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent dans une boutique du palais royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On leur laissera à 36 000. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant 3 jours, et ils firent condition qu'on leur en prendrait pour 34 000 francs, si le premier était retrouvé avant la fin de février. Loisel possédait 18 000 dirhams, francs, que lui avait laissé son père. Il emprunta le reste. Il emprunta demandant 1 000 francs à l'un, 500 à l'autre, 5 louis par-ci, 3 louis par-là. Il fit des billets, prit des engagements ruineux, peu à faire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans avoir même s'il pourrait y faire honneur. Et épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui allait s'abattre sur lui, et il alla chercher la rivière nouvelle en déposant sur le comptoir du marchand 36 000 francs. Quand Madame Loisel reporta la parure à Madame Forestier, celle-ci lui dit d'un air froissé: « Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je ne pouvais en avoir besoin. » Elle n'ouvrit pas les crins, ce qui redoutait son amie. Elle s'était aperçue de la substitution. Qu'aurait-elle pensé? Qu'aurait-elle dit? Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse? Madame Loisel connut la vie terrible des nécessités. Elle prit son parti d'ailleurs. Tout d'un coup, héroïquement, il fallait payer ses dettes effroyables. Elle payerait. On renvoya la bonne, on changea de logement, on loua sous les toits une mansarde. Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises et les torchons. Elle faisait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue chaque matin les ordures et monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. Et vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant injurié, défendant sou à sou son misérable argent. Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait le soir à mettre du nez les comptes d'un commerçant, et la nuit souvent il faisait de la copie à 5 sous à la page. Que cette vie dura 10 ans. Au bout de 10 ans, il avait tout restitué, tout avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille. Maintenant, elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres, mal peignés avec les jupes de travers et les mains rouges. Elle parlait haut, lavait à grande eau les planchers, mais parfois lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait auprès de la fenêtre et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si admirée. Que serait-il arrivé si elle n'avait pas perdu cette parure? Qui sait? Qui sait? Comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour perdre en vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante.
Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler? Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas? Elle s'approcha. Bonjour, John. L'autre ne lui reconnaissait point. S'étonnant d'être appelé aussi familièrement par cette pauvre femme. Elle balbutia. Mais madame, je ne sais, vous devrez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loisel. Son ami poussa un cri. Oh, ma pauvre Mathilde, comme tu es changée. Oui, j'ai des jours bien durs, depuis que je ne t'ai vu. Eh bien, des misères, et cela à cause de toi. De moi? Comment ça? Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère? Oui. Eh bien, je l'ai perdue. Comment, puisque tu me l'as rapportée? Je t'en rapportais une autre, toute pareille. Et voilà, disons, que nous le payons. Tu comprends que c'était pas facile pour nous, qui n'avions rien. Enfin, c'est fini. Je suis rudement contente. Madame Forestier s'était arrêtée. Tu dis que tu m'as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne? Oui, tu ne t'en étais pas aperçu? Hein, elle était bien pareille. Et elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. Madame Forestier, fort émue, lui prit les deux mains. Oh, ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse. Elle valait au plus 500 francs.